Ils m'ont dit qu'ils prouveraient que j'avais commis ce meurtre, qu'ils étaient déterminés, qu'ils savaient que je l'avais fait et qu'ils prouveraient que je l'avais fait. Je sais que je ne l'ai pas fait et c'est ce qui me fait croire que je suis peut-être en train de me faire piéger. Bonsoir, il s'appelle Yann Baillet et il est l'homme que la justice française réclame depuis plus de 20 ans. À ce jour, l'unique suspect du meurtre de Sophie Toscan du Plantier, épouse alors du producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier, sauvagement assassinée au point que sa propre mère ne reconnaîtra pas son corps dans la nuit du 23 décembre 1996 à Tormore, un hameau battu par les vents tout au bout de l'Irlande. La haute cour de Dublin a refusé pour la 3e fois d'extrader Yann Baillet vers la France, qui souhaitait le rejuger. En mai 2019, ce Britannique avait été condamné en son absence par la cour d'assises de Paris à 25 ans de prison pour ce crime qualifié par les juges d'atroce et barbare. Malgré les indices, les témoignages, Baillet n'a jamais été mis en examen en Irlande, a usé de toutes les ficelles juridiques possibles pour échapper à son extradition. Yann Baillet, coupable du meurtre de Sophie Toscan du Plantier selon la justice française, pourra-t-il être un jour rattrapé? Existe-t-il encore une possibilité, même infime, pour que ce Britannique réponde d'un crime qu'il nie farouchement devant des juges? Autant de questions posées ce soir dans l'heure du crime et que se pose depuis toutes ces années la famille de la victime, en premier lieu le fils de Sophie Toscan du Plantier, Pierre-Louis Baudet-Vigneault, qui sera dans un instant l'un de nos invités dans l'heure du crime. Il avait 15 ans quand sa mère a été tuée. Il nous dira pourquoi cette enquête a été ratée, pourquoi aussi, malgré le temps qui s'écoule, il ne se décourage pas et n'a jamais cessé de se battre pour que justice soit faite. L'affaire Sophie Toscan du Plantier, un suspect hors de portée, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Sophie Toscan du Plantier, ou plutôt l'affaire Yann Baillet, du nom du seul suspect de ce meurtre que l'Irlande a une 3e fois refusé d'extrader. Son ombre va vite apparaître dans ce dossier qui s'ouvre 2 jours avant la Noël 1996. Ce 23 décembre 1996, à 9h20 du matin, Shirley Foster, qui habite la maison la plus proche de celle de Sophie Toscan du Plantier, posée dans la lande irlandaise face à la baie sauvage de Mizen, Shirley Foster est étonnée de trouver ouverte la barrière qui interdit normalement le passage des animaux errants. Elle s'approche et tombe alors sur une forme humaine, un corps qui paraît recroquevillé et qu'elle ne reconnaît pas immédiatement. Elle remonte donc le petit chemin en courant pour aller frapper à la porte de sa voisine française. Mais Sophie ne répond pas. Shirley revient alors chez elle pour alerter son compagnon, Alfie Lyons. 2 policiers du village de School arrivent sur les lieux, rejoints ensuite par le superintendant, le commissaire Tourmé, du commissariat de Bantry et un prêtre, comme le veut la coutume irlandaise, le père Cashman. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi brutal, d'aussi choquant et d'aussi atroce. Son joli visage reste encore aujourd'hui clairement présent dans mon esprit. Le corps est celui d'une femme de 1m65, les cheveux blonds vénitiens vêtus d'une espèce de pyjama. Impossible à identifier tant le visage est tuméfié, abîmé. C'est le mari de la femme de ménage de la maison qui reconnaît Sophie Toscan du Plantier, 39 ans. Pas un accident, mais un meurtre. Le premier depuis un siècle dans cette région paisible à la pointe sud-ouest de l'Irlande. Il va falloir attendre un médecin légiste et des spécialistes de la police scientifique de Dublin pour procéder aux constatations. Un précieux temps perdu. Le corps de Sophie Toscan du Plantier va rester ainsi pendant 30 heures, sous une bâche, sous la pluie. Le scénario du meurtre qui va se dessiner au fil des investigations est le suivant. Sophie Toscan du Plantier est seule dans sa maison. Cette nuit-là, la productrice travaille jusqu'à 1h tardive sur un projet de téléfilm. Elle doit repartir en France pour les fêtes de Noël. Vers 2h30, quelqu'un frappe à la porte à l'arrière de la demeure. Elle va ouvrir, apparemment sans crainte, aussitôt frappée au visage. Elle tente de fuir, mais un talus haut de 2 mètres lui interdit d'aller se réfugier chez sa voisine, Shirley. Elle dévale
un pré en pente, traverse des ronces et des arbustes. L'homme la poursuit et la frappe. 12 coups de bâton. Elle finit par trébucher, tombe près de la petite barrière. Son meurtrier va alors férocement la tuer à coups de parpaing. Les enquêteurs évoqueront une rage meurtrière, une volonté de tuer. Bonsoir Pierre-Louis Baudévignaud. Bonsoir. Vous êtes le fils de Sophie Toscan du Plantier. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Les faits que je viens d'évoquer remontent à presque 24 ans aujourd'hui. On va bien sûr revenir sur Yann Baillet, qui est désigné aujourd'hui comme le suspect numéro 1 dans cette affaire. Mais dites-nous tout de suite votre réaction face à cette 3e extradition refusée par l'Irlande. Alors, avant de vous donner ma réaction, Yann Baillet n'est pas le suspect numéro 1. Simplement, il a été jugé l'année dernière et il a été jugé coupable à 25 ans de réclusion criminelle. Donc Yann Baillet n'est pas un suspect pour moi, ni pour la justice française. C'est coupable d'abord pour la France, hein ? Un coupable. D'accord. Puisqu'on est en France, voilà, je me permets simplement de rappeler. Parce la précision est importante. Quand j'entends suspect numéro 1, ça c'était avant. Voilà. Ma réaction, effectivement, sur le refus d'extradition. Le refus d'extradition du juge irlandais, c'est une réaction de tristesse. Depuis 25 ans, la justice irlandaise fait n'importe quoi. À tous les niveaux. Au niveau de la police, l'instruction du crime, les décisions récurrentes de ne pas vouloir aller vers un débat public, les décisions multiples, effectivement, de refuser l'extradition. Sauf que aujourd'hui, cette décision, après, effectivement, que la cour d'assises l'année dernière ait condamné ce Baillet, c'est encore une fois une décision du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que la justice irlandaise, et encore une fois pas forcément l'État irlandais, mais la justice, puisque l'État irlandais demandait l'extradition à la justice irlandaise, le juge n'a pas été capable, n'a pas eu suffisamment de courage pour revenir sur 24 ans de grand n'importe quoi de justice irlandaise, et donc s'est caché derrière son petit doigt pour refuser l'extradition, non pas pour revenir sur le fond du dossier, mais simplement pour un point de forme. Donc ma réaction, avant de rentrer dans le détail, bien sûr, c'est que, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, depuis 25 ans, la justice irlandaise fait n'importe quoi. Ça veut dire quoi, Pierre-Louis Baudévignaud ? Ça veut dire que la justice irlandaise refuse de vous écouter, c'est ça ? Non, la justice irlandaise, elle n'était pas équipée à l'époque pour juger une affaire comme celle-ci. Vous l'avez dit, le corps de ma mère est resté plus de 30 heures sous une bâche. Il y a des erreurs grossières. Donc l'enquête, l'instruction du procureur de la République irlandais, le DPP, et ensuite toutes les décisions ont été faites pour surtout ne pas prendre de risque de quoi que ce soit. C'est vraiment courage, fuyons devant toute décision qui pourrait être préjudiciable de quoi que ce soit. La France a instruit ce dossier pendant plus d'une dizaine d'années. Il y a eu un débat public à la cour d'assises où Baillet n'a pas souhaité être présent. Et la cour d'assises, après avoir instruit le dossier, et je le répète, parce que c'est très important dans le cadre de ce dossier, a rendu sa décision et Baillet a assassiné ma mère. Et pour l'instant, retour en arrière avec effectivement très rapidement une silhouette, un nom qui va émerger dans cette enquête, celui d'un Anglais qui habite le coin depuis 4 ou 5 ans, une espèce de marginal, âgé d'une quarantaine d'années, un peu journaliste, un peu musicien et gros buveur, un dénommé Yann Baillet. 3 semaines après le crime, le 11 janvier, une certaine Fiona appelle depuis une cabine publique le poste de police de Bandon pour signaler qu'elle a vu un homme non loin de la maison de la Française la nuit du meurtre, vers 3h du matin. Cette femme ne veut pas donner son vrai nom pour ne pas s'attirer d'ennuis, mais les enquêteurs finissent par
l'identifier. C'est une commerçante de School, Marie Farrell. Elle décrit un homme vêtu d'un long manteau noir qui titubait en se tenant le visage. Marie Farrell accepte de témoigner sous serment. Cet homme est un certain Ian Bailey. La commerçante racontera par la suite avoir subi des pressions de la part de Bailey pour se rétracter. Il lui aurait fait devant elle un geste selon lequel il pourrait lui trancher la gorge. Après le premier témoignage capital de Marie Farrell, suivent celui de Malachi Reed, un collégien de 14 ans. Ian Bailey, dont il est voisin, lui aurait dit qu'il a tué Sophie Toscan du Plantier. Il était en état d'ivresse et aurait prononcé ces mots « Tout allait bien jusqu'à ce que je monte là-haut et que je réduise sa cervelle en bouillie ». Pour sa part, Bill Fuller, un jardinier, raconte que Bailey est habitué à parler de lui à la troisième personne. Après le drame, il l'aurait entendu dire, parlant donc de lui-même, « Tu l'as fait, tu as tué Sophie, elle a fui en hurlant, tu l'as poursuivie, tu es allé trop loin. Il a fallu en finir avec elle. » Les sœurs Shelley raconteront avoir rencontré un Ian Bailey en pleurs, répétant « je l'ai fait comme s'il s'agissait d'une confession. » Ian Bailey devient donc naturellement à cette époque le suspect numéro 1. Difficile de savoir pourquoi il s'en serait pris à Sophie Toscan du Plantier, une femme qui apparemment il ne connaissait pas. Apparemment parce que Alfie Lyons, le voisin de Sophie, est persuadé d'avoir présenté Ian Bailey à la victime. Bailey proposait alors ses services pour de petits travaux de bricolage et de jardinage. Sophie Toscan du Plantier aurait également dit à une cousine avoir reçu un coup de fil d'un journaliste local qui souhaitait avoir un rendez-vous avec elle pour des raisons culturelles. Pierre-Louis Baudet-Vigneault, notre invité ce soir dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes le fils de Sophie Toscan du Plantier. Qui est donc cet étrange Ian Bailey qui, je crois, vous avez appris à connaître au fil des années? Ian Bailey, c'est d'abord un raté. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les gens qui l'ont rencontré. C'est dans le dossier de l'instruction irlandaise, dans le dossier d'instruction français. C'est un raté de la vie sociale, c'est un raté de la vie professionnelle, c'est un raté de la vie familiale. Un drogué, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui a battu sa femme à mort, qui a écrit dans ses carnets secrets qu'il avait voulu tuer sa femme. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire ni là-bas ni ailleurs, et qui était devenu une sorte de chien errant, allant de pub en pub, de buverie en buverie, et qui cherchait un sens à sa vie. Un chien errant violent, parce que vous l'avez dit, il bat sa femme et il sera poursuivi d'ailleurs par la justice irlandaise pour cela. Il a battu sa femme à plusieurs reprises, elle a fini à l'hôpital à 2 reprises. Et donc c'est quelqu'un qui cherche un sens à quelque chose et qui faisait toujours, et peut-être d'ailleurs encore aujourd'hui, un effet de peur et de violence extrême avec vraiment... je pense que le chien errant, c'est une bonne image. En tout cas, c'est l'image que je m'en fais. Et j'ai eu, non pas la chance, mais je l'ai vu à 2 reprises. Et c'est quelqu'un qui n'a pas... Dans quelles circonstances vous l'avez croisé? Je l'ai croisé en Irlande à 2 reprises lorsque j'étais là-bas pour des vacances. Et voilà, qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas grand-chose en réalité. Alors pardonnez-moi, Pierre-Louis Baudet-Vigneault, de vous poser cette question, mais vous avez eu en face l'homme qui est désigné aujourd'hui comme le meurtrier de votre mère. Je suppose que c'est quand même une sensation pour le moins étrange. Oui, c'est une sensation étrange. Alors à l'époque, je n'étais pas convaincu de sa culpabilité, puisqu'encore une fois, il n'avait pas été jugé coupable. Mais c'est quelque chose d'affreux, on peut le dire. D'autant plus que la 2e fois que je l'ai vu, j'étais avec mes enfants, et il était à quelques mètres de moi et me regardait avec une certaine arrogance. Il savait qui vous étiez ? Bien sûr, il savait qui j'étais. On est lui comme moi. En Irlande, nous sommes des personnages publics. Donc, il n'a aucun doute là-dessus. Et au-delà de tout ce qu'on va dire aujourd'hui, je le redis avec mes mots,
Yann Bailey est un meurtrier. Il habite là-bas, en liberté. Il peut aller n'importe où, il peut aller dans n'importe quel restaurant, dans n'importe quel pub, dans n'importe quel lieu public. Il expose des fruits et des légumes sur le marché tous les mercredis matins dans ce petit village de Schull, qui est un petit village balnéaire irlandais. Et c'est un peu, comme d'habitude, n'importe quoi que on laisse un meurtrier se balader comme ça librement. C'est quelqu'un qui a avoué ce crime à plusieurs reprises, et c'est pas moi qui le dis, c'est des témoins qui sont... C'est les témoignages qu'on a cités notamment. C'est les témoignages qu'on a cités, c'est des Irlandais qui étaient pour la plupart des amis de Bailey et qui sont venus en France dire devant le juge, raconter leur histoire, et qui ont dit que Bailey leur avait dit qu'il l'avait commis. Vous avez dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait peur. Est-ce que ça explique le fait que, par exemple, ce témoignage capital de Marie Farrell, puisque c'est là que tout va commencer, hein, on va avoir un abcès de fixation sur cet homme, est-ce que c'est parce qu'il fait peur que ces témoignages finalement vont se dissoudre et que les gens vont se rétracter? Alors, pour le moment, il n'y a personne qui s'est rétracté, en dehors effectivement de cette femme, Marie Farrell. Et puis sa compagne aussi, dans des conditions un peu... Alors, la compagne de Bailey, c'est encore autre chose. On va en parler. Mais sur tous les témoignages, et dans le dossier, il y en a plus d'une dizaine, tout le monde est formel. Il a craqué devant certains, en avouant, en pleurant, en disant « je l'ai fait ». Enfin, on marche sur la tête quand même. Hein. On a un coupable en Irlande, on a un meurtrier en France, on a quelqu'un qui vers qui tous les indices concordent depuis le départ. Il n'y a jamais eu d'autres suspects en Irlande, jamais. Tous les indices concordent vers cette personne, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le juge d'assises français a la nommé coupable. La nommé coupable pour la justice française, Yann Bailey, qui, en Irlande, à l'époque, ne va pas faire l'économie d'une convocation par les policiers. Il va devoir s'expliquer, mais contre toute attente, va réussir à glisser entre les gouttes dans une enquête où la France va avoir toutes les difficultés du monde à obtenir des informations. Le 10 février 1997, 4 semaines après le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, Yann Bailey est arrêté chez la femme avec laquelle il vit, Jules Thomas, une artiste peintre galloise. Le colosse brun aux cheveux longs, 1m95, est photographié par un journaliste local alors qu'il entre dans le poste de police de Bandon. Jules Thomas, sa compagne, est également interpellée dans le cadre de l'enquête du meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Après quelques heures d'audition, Bailey sort libre du commissariat, aucune charge retenue contre lui. Jules Thomas est également relâché, pas de poursuite. Un responsable policier lui aurait alors fait cette énigmatique confidence: la police scientifique va régler le problème. Yann Bailey n'est pas inquiété en dépit des témoignages et d'étonnantes coïncidences. Le matin de la découverte du corps, alors que personne n'est alors informé du crime et que les constatations ont à peine commencé, Yann Bailey aurait été aperçu sur place dans une voiture conduite par sa compagne Jules Thomas. Yann Bailey aurait également écrit des articles très bien, trop bien informés sur le meurtre pour le journal Irish Examiner. Il est ainsi le premier à donner des détails que seuls les enquêteurs et le légiste connaissent. Bailey, enfin, porte une balafre au visage et des traces de griffures aux avant-bras et aux mains. Il donnera 2 versions pour expliquer ses estafilades. Un sapin qu'il aurait tronçonné et élagué pour Noël, puis 3 dindes qu'il aurait attrapées, saignées et plumées pour la même occasion. Le meilleur alibi de Yann Bailey est alors sa compagne, Jules. Dans un premier temps, elle déclare que Bailey lui a dit, avant le crime, avoir un mauvais pressentiment, que quelque chose de terrible allait arriver. Cette nuit-là, il se serait levé à 2h du matin pour aller faire un tour. Au matin, vers 9h30, elle l'aurait trouvé avec cette blessure au front. Jules Thomas se rétractera et dira que cette nuit-là, Yann Bailey n'a pas quitté son lit.
Pierre-Louis Baudet-Vignaud, je rappelle que vous êtes notre invité dans l'heure du crime ce soir, et je rappelle que vous êtes le fils de Sophie Toscan du Plantier. Comment expliquer cet alibi, le seul qu'il est, d'ailleurs Yann Baillet, c'est sa compagne. En général, les alibis, dès lors qu'ils font partie de la famille, c'est plutôt quelque chose de fragile. Là, il est tout à fait recevable pour la police et la justice irlandaise. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas d'alibi, puisque effectivement sa compagne a d'abord dit quelque chose lors du premier interrogatoire, est revenue ensuite dessus lors d'un second interrogatoire. Donc en ce qui me concerne, et je pense que tout le monde est très clair là-dessus, il n'y a pas d'alibi. On ne sait pas ce que Baillet a fait cette nuit-là. En tout cas, ni Jules Thomas, ni personne d'autre ne peut le confirmer. Donc Jules Thomas, c'est une femme soumise. Hein. On parlait de Baillet tout à l'heure. Baillet, en plus d'être violent et de l'avoir frappé, c'est un pervers sexuel qui l'a dit dans des poèmes, l'a écrit, l'a même répété à la police. Il se masturbe plusieurs fois par jour. Il fait des dessins extrêmement violents, sexuels, pornographiques. Donc on est quelqu'un qui est vraiment dans la folie. Et cette femme qui n'est pas mariée avec lui, qui a eu 2 filles d'un précédent mariage, est sous le joug complet de ce fou. Sous emprise. Sous emprise. Et donc, elle a fait une déclaration lors du premier interrogatoire, et je le répète, où elle indique que Baillet est sorti du lit, et qu'ensuite, elle l'a vu le lendemain matin dans son studio au fond du jardin avec des égratignures. Alors, des égratignures, c'est bien d'en parler des égratignures. Donc, moi, j'aimerais bien un jour que les juges irlandais, puisqu'ils prennent des décisions avec forcément un certain nombre de motifs, qu'on m'emmène couper un sapin avec une scie, avec un couteau, avec une fourchette, et qu'on m'explique comment on peut se faire des griffures au visage ou sur les bras. Alors justement, quand les policiers lui demandent qu'est-ce qui s'est passé, bon, il va répondre, hein, c'est le sapin, puis après il y aura l'histoire des dindes aussi qu'il aurait tué pour Noël. Est-ce qu'il va y avoir des prélèvements sur lui de faits, des analyses ? Alors il y a eu des analyses, sur le corps, il y a eu des analyses sur des éléments de la scène de crime, sauf que 30 heures sous la pluie irlandaise en plein milieu du mois de décembre, pas besoin d'être expert judiciaire ou d'être policier pour se rendre compte que ça vaut rien du tout. Dans l'ensemble des éléments qui sont vraiment graves, en tout cas qui appellent un jugement même personnel de quiconque, il a donc coupé cet arbre, s'est fait des griffures sur les bras. Ensuite, il a tué une dinde, s'est fait des griffures sur le visage. Et après tout ça, il a brûlé ses vêtements. Oui, ça fait beaucoup. Il a brûlé ses vêtements. Alors, il y a des coutumes irlandaises, effectivement, ancestrales, on taille des menhirs, je sais pas, on fait tout un tas de trucs, mais que le juge Paul Burns, qui a pris la décision hier de ne pas accepter l'extradition motivée par la France, vienne m'expliquer pourquoi, après avoir tué 3 dindes et coupé un arbre, on brûle ses vêtements. On brûle ses vêtements. Alors, en un mot, Pierre-Louis Baudet-Vignaud, la justice, dès 97, la justice irlandaise va refuser de communiquer le dossier à la France. Est-ce qu'il motive cette décision ? Oui, la France donc voit bien que l'Irlande patine sur le sujet et sur l'enquête, et donc va, par le biais d'un juge d'instruction, demander des commissions rogatoires pour avoir accès au dossier. Et l'Irlande refuse, que ce sont des motifs de droit, et non pas des motifs de fond. Et l'Irlande pense qu'elle n'a pas besoin d'aide dans ce dossier. Nous, la famille, très régulièrement, la police nous informe que de toutes les manières, ils tiennent le coupable et que c'est qu'une question d'heures, de jours. Une enquête donc immobile côté Irlande, rien dans tous les cas qui n'entraîne des poursuites contre Yann Baillet, l'homme désigné comme le suspect à cette époque. Une deuxième arrestation de l'intéressé. 2 ans après le crime, ne va rien changer, va alors s'ouvrir entre la France et l'Irlande une longue guerre sur le terrain juridique, la famille de Sophie Toscan du Plantier mettant tout en œuvre pour que Baillet s'exprime un jour devant les enquêteurs français.
Les années passent et l'enquête irlandaise sur le meurtre de Sophie Toscan du Plantier paraît totalement enlisée. 4 ans après le crime, son époux, le producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier, s'est rendu sur place pour visiter le lieu où sa femme a été tuée et également rencontrer les enquêteurs. Le dossier fait alors 5 volumes. 1000 personnes ont été entendues. Un seul suspect, dont les policiers n'ont même pas le droit de prononcer le nom, comme le veut la loi irlandaise. Un seul suspect, Ian Bailey, bien sûr. J'ai compris qu'ils étaient freinés par leur procédure, dira Daniel Toscan du Plantier. En France, leur suspect serait déjà écroué et condamné. La France décide alors d'ouvrir sa propre enquête, faute de ne pouvoir entendre les témoins et le suspect Ian Bailey. Les autorités doivent s'appuyer sur les investigations irlandaises qui n'incriminent pas Ian Bailey. C'est même le contraire, il est considéré comme injustement soupçonné. Un juge d'instruction parisien est désigné, Patrick Gachon. L'une de ses premières mesures est de faire exhumer le corps de Sophie Toscan du Plantier qui repose dans un cimetière d'un village de Lozère. L'examen ne révèle pas de nouvelles traces ADN dans les mois qui suivent. Le juge Gachon et sa collègue Nathalie Dutartre se déplacent en Irlande le 19 février 2010. Les juges décernent un mandat d'arrêt contre Ian Bailey. Les enquêteurs français vont continuer ainsi leur traque aux informations, aux témoignages. Au mois d'octobre 2011, 2 biologistes du laboratoire central de la police technique et scientifique de Paris et 3 officiers de la PJ sont en Irlande. Ils rencontrent leurs homologues locaux, examinent les scellés, réinterrogent une centaine de témoins. Marie Farrell, la témoin principale, est auditionnée, mais elle maintient sa rétractation, sans fermer totalement la porte à un futur témoignage. Quant à Bailey, il continue d'échapper aux enquêteurs, même si son avocat historique, Frank Buttimer, affirme que Bailey n'a jamais été contacté par les enquêteurs français. La police française n'a jamais demandé à parler à Ian Bailey. Pas une seule fois en 24 ans, ils n'ont décroché leur téléphone pour me contacter afin d'avoir l'autorisation de lui parler, ou ne sont allés lui parler directement. Donc l'idée que Ian Bailey ne souhaite pas parler à la police me semble complètement extravagante. La police française et même l'État français n'ont jamais eu la courtoisie de demander à Ian Bailey s'il souhaitait leur parler. Alors Franck Buttimer, qui a répondu aux questions, je le précise, de l'heure du crime, juste avant cette émission, Pierre-Louis Baudet-Vigneault, vous avez entendu l'avocat. Au fond, c'est tout simple, il suffisait de demander à Ian Bailey de témoigner, puis il l'aurait fait. Si on écoute l'avocat. L'avocat, il tient là des propos qui sont, que je qualifierais de diffamatoires, puisque aussi bien le juge Gachon que les policiers sur place, d'ailleurs, qui ont été envoyés là-bas par le juge Gachon, ont bien entendu à plusieurs reprises essayer d'interroger Bailey. D'ailleurs, il y a des PV d'instruction dans le dossier français et je pense même dans le dossier irlandais. Donc je sais pas comment c'est vraiment insulter tout le monde de raconter des propos comme cela. Buttimer, de toute manière, il est habitué de la chose. Buttimer, alors je vais vous faire des propos qui vont vous faire sourire. Il est considéré un peu comme le Dupond-Moretti c'est pas si mal, il sera peut-être ministre. Donc c'est un ténor du barreau qui a un ego surdimensionné et il a eu, juste avant le procès en assises l'année dernière, le courage ou l'arrogance, ou en tout cas, je sais même pas comment on peut dire ça, de traiter la justice française de justice d'une république bananière, d'une justice qui n'était basée sur rien du tout. Donc à partir du moment où on peut tenir des propos comme cela, je pense que cet enregistrement vaut vraiment rien du tout, comme son client. Alors Pierre-Louis Baudet-Vigneault, on s'arrête quand même sur ces 2 premiers refus d'extradition de Ian Bailey. Quelle en est l'explication ? C'est-à-dire que le dossier français est vide, c'est ce que disent les Irlandais ? Ou non recevable ? Ou pas d'extradition possible ? Je ne sais pas. Je vais pas rentrer dans des articles de loi. La loi irlandaise est très différente de la loi française. En réalité, l'Irlande et la justice irlandaise est coincée depuis 24 ans avec ce cas. Ils se sont pris les pieds dans le tapis et ils n'arrivent pas à avouer
comment dirais-je, de reconnaître le fait qu'il y a des éléments importants contre Yann Bailey. De reconnaître tout simplement qu'ils sont pas au niveau et qu'ils sont incapables de le nommer coupable. Ils ne veulent pas se déjuger, c'est ce que vous dites. Ils ne veulent pas se déjuger et du coup, il est plus simple pour eux de dire non. Simplement, ce qui est important pour les auditeurs, c'est de comprendre que la décision qui a été prise par la Cour de justice irlandaise, elle s'appuie uniquement sur un point de droit et non pas sur un point de fond. Mmh. Donc elle dit pas « Ah non, vous vous êtes trompé, il n'est pas coupable ». Elle dit simplement « Dans notre loi irlandaise, on n'a pas la capacité d'accepter le mandat d'extradition ». Et à travers ça, ils insultent la loi européenne auquel l'État irlandais a souscrit, elles insultent les partis civils, elles insultent tout le monde. Yann Bailey reste donc en Irlande, non extradable, intouchable dans la petite cité de School où il continue de vivre. On ne peut pas l'interpeller et le faire venir en France pour qu'il soit entendu. Une autre voie juridique est possible s'il est jugé et condamné en France. En son absence, l'Irlande, alors, peut-être acceptera de l'extrader. Le 6 juillet 2016, la juge Nathalie Turquet rend une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises pour Yann Bailey. La magistrate estime les charges pour meurtre suffisantes pour que le Britannique comparaisse devant un tribunal français. On espère alors un procès en bonne et due forme pour le suspect numéro 1, mais sans grande surprise. Yann Bailey ne répond pas à l'injonction de la justice française et les autorités irlandaises n'ordonnent pas son extradition. Le 27 mai 2019, le procès de Yann Bailey s'ouvre tout de même en l'absence de l'accusé, comme la procédure française, autrefois baptisée contumace, le permet. 4 jours plus tard, les 3 juges de la cour d'assises déclarent Yann Bailey coupable du meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Il est condamné à 25 ans de prison. Après cette condamnation, la voie est libre pour une 3e demande d'extradition. Un nouveau mandat d'arrêt européen est émis. Quelques mois plus tard, Yann Bailey est une nouvelle fois arrêté et relâché dans l'attente que les autorités judiciaires irlandaises se prononcent sur son cas. Le lundi 12 octobre 2020, la Cour de justice de Dublin ruine une nouvelle fois les espérances des magistrats français et surtout des proches de la victime. Dans leur décision, un document de 50 pages, les juges irlandais reprennent presque mot pour mot les précédentes démonstrations. Rien ne change pour Yann Bailey, il reste libre et fait ce soir passer le message suivant par la voix de son avocat, Franck Butimer. Il dit qu'il aimerait que justice soit faite pour la famille, mais qu'il cherche au mauvais endroit s'il pense obtenir grâce à lui. Il n'a pas commis ce crime et il aimerait pouvoir vivre sa vie paisiblement. Mais il ne peut pas avoir de paix parce qu'on l'associe constamment à ce crime. Sa vie a été profondément affectée par cette accusation injustifiée. Et il aimerait que la famille comprenne cela. Donc d'un côté, comme tout être humain, il compatit avec la famille de la défunte Sophie Toscan du Plantier, qui vit une tragédie. Mais de l'autre côté, c'est extrêmement injuste pour la famille et pour les autorités françaises de continuer à le poursuivre alors qu'il est innocent. Pierre-Louis Baudet-Vignaud, fils de Sophie Toscan du Plantier, ce soir invité de l'heure du crime. Yann Bailey a été condamné par la justice française. Vous avez entendu son avocat. Alors, je suppose que évidemment votre réponse est très simple. Ce sont des mots, et finalement, ça ne change pas grand-chose. Je veux dire par là, c'est que vous avez le sentiment aujourd'hui de chercher toujours au bon endroit, contrairement à ce que dit l'avocat de Yann Bailey. Je n'apporte absolument aucun crédit à quelqu'un qui bat sa femme. Au propos de quelqu'un qui bat sa femme. Donc je n'ai pas de commentaire supplémentaire. Pas de commentaire, mais on comprend évidemment votre sentiment ce soir, Pierre-Louis Baudet-Vignaud. Ce procès un peu particulier, puisqu'il a été mené en l'absence de l'accusé. Qu'est-ce qui vous a apporté, même si Yann Bailey était absent ?
Écoutez, il a apporté pour moi et pour mes grands-parents, les parents de ma maman, il nous a apporté déjà que la justice et qu'un débat public s'ouvre autour de toutes les questions qu'on se posait depuis un très grand nombre d'années et que des réponses soient données par des experts, des gens qui ont été formés pour donner des décisions sur la base de pas beaucoup d'indices, de beaucoup d'indices, de preuves, de pas de preuves, et donc nous ont permis de vivre une nouvelle étape de la mort de Sophie et de maman. C'est une plaie qui ne peut pas se refermer et qui ne se refermera jamais, et de toutes les manières, tant que la personne qui a assassiné ma mère et qui est aujourd'hui coupable de ce crime, on le rappelle, oui. Bailey n'est pas derrière les barreaux. Mais en tout cas, voilà. Donc c'était important, c'était une étape importante pour nous. Pour le moment, l'extradition, elle a été refusée par la première juridiction irlandaise, la Haute Cour. Je pense que l'État irlandais ne peut pas accepter cette décision et va donc faire appel de cette décision. Elle en a le droit. Je pense que même vis-à-vis de l'Europe, si l'État irlandais refusait de faire appel, ce serait vraiment insulter l'Europe, la démocratie. Enfin, je veux dire, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Et est-ce que vous, plaignant, vous pouvez faire appel dans cette procédure ? Je ne fais pas appel. Sachez que en Irlande, la partie civile n'existe pas. N'existe pas, d'accord. D'accord. C'est important. Je n'existe pas en Irlande. Je suis une famille. J'appartiens à la famille de la victime. Je n'ai jamais été, et là pour le coup je peux vous le dire, droit dans les yeux, je n'ai jamais été interviewé par la justice irlandaise ni par la police. C'est ça. Ils n'ont pas pensé intéressant, d'ailleurs ça démontre bien la qualité de leur instruction. J'étais la seule personne qui allait régulièrement en Irlande avec ma mère. Et je n'ai jamais été interrogé, alors même que j'étais peut-être la seule personne qui pouvait dire si j'avais rencontré ou pas cette personne, Bailey. Donc... bon, j'ai pas de... En un mot, Pierre-Louis Baudé-Vignaud, est-ce que vous espérez qu'un jour, Yann Bailey puisse être jugé, enfin, en France, en sa présence, ou qu'il dise quelque chose, que finalement, que la vérité puisse éclater ? Enfin, en tout cas, qu'elle soit dite dans ces mots. Pour moi, la vérité a éclaté en France, et mon seul propos, il n'est pas que pour moi. Il est aussi, je pense, à tous ces Irlandais, ces Irlandaises qui vivent avec un criminel autour d'eux. Je veux dire, la France, c'est pas loin. On est quand même très proche d'eux. On est un peu des cousins. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça. Comment certaines personnes peuvent penser qu'il est coupable. Eux n'ont jamais dit qu'il n'était pas coupable. Et ils laissent traîner un meurtrier violent, pervers, sexuel, qui peut à tout moment refaire cet acte barbare d'une sauvagerie atroce. Enfin, on n'en voit pas des parpaings dans le visage des femmes à tout bout de champ. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On n'en voit pas des parpaings dans les visages des femmes, effectivement. Merci beaucoup, Pierre-Louis Baudé-Vignaud, pour votre témoignage ce soir exclusif dans l'heure du crime sur RTL. Merci aussi à Maître Franck Butimer, que nous avons interrogé juste avant cette émission. Vous avez été tous deux les invités de l'heure du crime, consacrée ce soir à l'affaire Sophie Toscan du Plantier et à cette course pour traduire le suspect numéro 1, aujourd'hui coupable, Yann Bailey, devant un tribunal. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime exceptionnelle. Demain soir, dans l'heure du crime, l'histoire du roi français de la cavale, François Besse. 20 ans de prison, 6 évasions. Belle soirée. Après les infos, bonus track, Éric Jean-Jean.